Accompagné du chef d'état-major des armées, le général Salif Modi, et du haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Salif Ouakassou, le ministre de la Défense nationale, Issoufou Ketambe, a été accueilli à son arrivée au camp de transit du 8e bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel par le commandant de la dite force, le général Oumar Namata, et le commandant du 10 bataillon, le colonel Saleh Bachar Bederio. Ces deux commandants et le représentant de Barkhane vont donner d'amples explications aux visiteurs relativement à la progression du 8e bataillon de la force conjointe du G5 Sahel sous les regards des diplomates français et tchadiens accrédités au Niger, Alexandre Garcia et Ousmane Sougikoko. Plus tard, Issoufou Ketambe va, tout en galvanisant les responsables et des représentants des troupes tchadiennes, livrer le message dont il est porteur. Je voudrais, à l'entame de cette cérémonie, adresser toutes mes félicitations à son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le prix Mo Ibrahim qui vient de lui être attribué. C'est une grande fierté pour nous, car cela fait 4 ans que cette distinction, qui récompense chaque année un leadership d'excellence en Afrique, n'avait pas été attribuée. Selon le comité qui décerne le prix, le chef de l'État du Niger s'est illustré par ses efforts pour améliorer le développement socio-économique et le renforcement de la démocratie dans son pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale. Messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang du contingent tchadien, c'est justement de cette stabilité régionale qu'il est question dans notre démarche ce jour. En effet, nous sommes venus au nom de son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République du Niger, chef suprême des armées, pour nous enquérir des conditions de stationnement de vos troupes, leur confirmer qu'elles sont chez elles, ici au Niger, autant qu'en terre tchadienne. Nous voudrions adresser par votre canal notre reconnaissance au maréchal Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice du G5 Sahel, pour son engagement ferme et la volonté manifeste qu'il démontre en permanence dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui gangrène notre espace commun. Nous nous félicitons de son intention clairement affirmée de donner une nouvelle impulsion aux opérations de la force conjointe. Nous saluons également l'appui de la France qui a pris en charge votre conditionnement initial ainsi que la projection du départ du Tchad jusqu'à la zone d'engagement. Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, au sein de la force conjointe, vous constituez le 8e bataillon. Vous serez incessamment engagés auprès de vos camarades des autres bataillons maliens, burkinabés et nigériens de la force conjointe. Cela va se faire dans un premier temps dans la zone dite des 3 frontières, dans le cadre de l'opération d'envergure Sama. Nous n'avons aucun doute sur le professionnalisme et la volonté dont vous ferez montre au cours de votre engagement auprès de vos camarades des autres bataillons et en parfaite symbiose avec eux. Connaissant votre réputation, nous sommes assurés que des résultats tangibles découleront des différentes manœuvres engagées. Bonne chance, du courage, morale, 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 morale. Merci. Le ministre de la Défense nationale, Issoufou Ketambe, va enfin faire le tour du camp pour constater l'important équipement militaire des troupes tchadiennes tout en les encourageant. Il faut noter que le départ de ce 8e bataillon de la force conjointe du G5 Sahel, fort de 1800 éléments, est prévu le mercredi prochain pour le département de Terra, région de Tillabéri.
Le directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a pris part cet après-midi à Niamey et par visioconférence à un sommet international du secteur privé africain sur la mise en œuvre de la ZLECAf. Le ministre d'État Foumakoy Gadou a à cette occasion livré le message du chef de l'État aux participants. Le point avec Mahmoudou Idriss Maïga et Yazi Rabiou. Dans le message qu'il a livré au nom du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, le directeur de cabinet du président a tout d'abord remercié l'ensemble des acteurs du secteur privé qui prennent part à ce sommet sur la mise en œuvre de la ZLECAf. En sa qualité de champion de la ZLECAf, la zone de libre-échange continental africain, le chef de l'État Issoufou Mahamadou salue fortement cette initiative qui permet d'approfondir la réflexion sur la partition du secteur privé dans l'opérationnalisation effective de cette décision historique commune, a-t-il déclaré. Je voudrais également souligner que le président Mahamadou Issoufou a reçu en ce jour, 8 mars, le prix Mo Ibrahim pour le leadership et la bonne gouvernance. Je voudrais, en honneur à tous, lui adresser nos vives félicitations. Je tiens à féliciter le monde des affaires, qui marque ainsi sa volonté commune d'aller de l'avant dans la concrétisation réelle du marché unique africain solide et compétitif. Comme vous le savez, la zone de libre-échange continentale africaine constitue une opportunité pour nos pays de réaliser l'intégration économique et sociale dans l'objectif d'intégrer la chaîne de valeur mondiale, de réduire la pauvreté et promouvoir l'inclusion. Autant les dirigeants politiques africains ont imaginé et lancé la ZLECAf avec abnégation et courage, autant la mise en œuvre de l'implémentation de la ZLECAf nécessite la détermination, l'engagement, l'esprit d'innovation, tant du secteur public que du secteur privé. C'est dire que pour transformer toutes les opportunités que présente la ZLECAf en activités créatrices de valeur et de richesse, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé africain, doivent s'investir chacun dans ses prérogatives afin de rendre l'environnement macroéconomique favorable aux investissements dans le secteur des infrastructures physiques, du capital humain, ainsi que dans la technologie. Le chef de cabinet a ensuite relevé que le président de la République, Issoufou Mahamadou, se réjouit fortement de l'impact que le marché unique de la ZLECAf aura sur l'incidence de la pauvreté en Afrique, mais aussi des nombreuses opportunités qu'il offre aux opérateurs privés africains, créant ainsi les conditions de l'émergence du continent. D'ici 2035, selon la Banque mondiale, l'impact de la zone de libre-échange continentale sur la réduction de la pauvreté serait de l'ordre de 30 millions pour les personnes souffrant d'extrême pauvreté et de 68 millions pour celles classées dans la pauvreté modérée. En outre, les retombées dues aux échanges intra-africains généreront des revenus additionnels de l'ordre de 450 milliards de dollars et augmentera le volume des exportations de 29%. Toutes ces opportunités pour les entrepreneurs, les industriels et les travailleurs africains concourent à la création des conditions d'émergence de notre continent. Transmettant toujours le message du président de la République Issoufou Mahamadou, le directeur de cabinet a souligné que la ZLECAf est en parfaite harmonie avec les plans et les programmes de l'agenda 2063, mais aussi avec le programme de renaissance du Niger qui, depuis 2011, a institué un cadre législatif et réglementaire favorable au code d'investissement et qui aujourd'hui a permis de booster la croissance économique du pays. La ZLECAf n'est pas un projet isolé. Elle constitue, avec les autres programmes de l'agenda
2063, un tout cohérent, c'est le cas, du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, du plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, AIDA, de la vision minière africaine, VMA, et du plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain, BIAT. Depuis 2011, suite à mon ascension à la magistrature suprême, le gouvernement du Niger met en œuvre un programme intitulé Programme de renaissance du Niger. Ce programme, qui comporte 8 axes prioritaires, vise à faire de l'économie nigérienne une économie dynamique, génératrice d'une croissance forte et inclusive, de nature à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement économique et social. Dans ce message du chef de l'État livré par son directeur de cabinet, le potentiel minier et énergétique du Niger a été mis en exergue, tout en rappelant les conditions très favorables à l'investissement. Pour conforter le dynamisme de cette économie, notre gouvernement s'est engagé dans une politique de réforme pour promouvoir le secteur privé et l'investissement direct étranger. C'est ainsi que de 2012 à 2020, notre pays a gagné 44 rangs sur le classement Doing Business, opéré par la Banque mondiale, passant ainsi de la 176e à 132e place. Les principales réformes ont porté sur la facilité de création d'entreprises à travers la réduction des procédures, le délai et coût de création d'entreprises, domaine dans lequel le Niger était classé premier en Afrique en 2018 et 24e au niveau mondial. La mise en place d'un bureau d'information sur le crédit, BIC, et d'autres facilités d'accès au financement. La simplification des procédures de paiement des impôts. La modernisation des procédures douanières et l'installation du tribunal de commerce de Niamey. Le cadre législatif et réglementaire des affaires a été également amélioré à travers notamment l'adoption d'une loi sur les partenariats publics-privés, l'adoption du Code des investissements, du Code minier, du Code pétrolier et l'adhésion à l'Agence multilatérale des garanties des investissements, MIGA. Le Niger est devenu de ce fait un des pays africains les plus réformateurs en matière de facilitation des affaires. Le taux de croissance de 7% que j'énonçais tantôt sera tiré, entre autres, par l'exploitation du potentiel minier et pétrolier et la fourniture régulière et croissante de l'énergie électrique basée sur la valorisation de nos ressources énergétiques locales. Le directeur de cabinet du président de la République a conclu en précisant aux 252 participants à ce sommet que le Niger en particulier et l'Afrique en général ont un potentiel à explorer, des voies et des moyens de création de richesses à explorer afin de réduire la pauvreté, les maladies et les inégalités sociales sur le continent. D'ici 2025, nous envisageons construire 1000 MW de centrales solaires et 2000 en 2035, électrifier 6000 villages. Nous envisageons construire une centrale à charbon de 600 MW et rénover une centrale de 50 MW, intensifier les lignes de transmission et devenir un hub énergétique pour les pays du Sahel et de la CEDEAO. D'énormes progrès ont été d'ailleurs enregistrés en matière de stabilité politique, de bonne gouvernance et de démocratie.
À l'Assemblée nationale, les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2021 se poursuivent activement ce matin. Dans le cadre de cette première session extraordinaire, les députés, sous la présidence du premier responsable de l'institution, ont en effet procédé à l'examen au vote du projet de loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger. Le résumé de cette séance plénière avec Laouli Aya et Mariam Dakou. Seul point à l'ordre du jour, ce projet de loi portant régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger a, selon le rapporteur général de la Commission développement rural et de l'environnement de l'Assemblée nationale, qui est la commission saisie au fond pour l'examen et l'adoption du dit texte, été introduit pour fixer le cadre juridique du régime de la pêche et de l'aquaculture au Niger. C'est ainsi que ce projet visant à révolutionner ce domaine aussi crucial dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition a été favorablement accueilli par les députés. Des députés qui l'ont adopté avec 108 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après ce vote massif, aussi bien les spécialistes du domaine que le commissaire du gouvernement n'ont pas manqué de saluer les élus nationaux pour leur adhésion au texte. Nous réjouissons de cette adoption de loi sur la pêche et l'aquaculture. C'est vrai, c'est pas qu'il n'y avait pas une loi, il y avait la loi 98-042 du 7 décembre 1998 relative au régime de la pêche au Niger. Mais la spécificité ici, c'est que la nouvelle loi, elle prend en compte l'aspect aquaculture et aussi les transpositions des directives 3 et 4 de l'IMOA. Vous avez permis au Niger d'internaliser les textes de l'IMOA, ce qui nous permet d'intégrer un grand espace d'échange où le Niger, avec son potentiel, peut tirer profit. Et c'est pour moi donc l'occasion de vous remercier et de saluer ce patriotisme que vous venez de manifester ce matin. Je voudrais finir, Monsieur le Président, honorables députés, en prenant l'engagement que non seulement le gouvernement va prendre des mesures pour une meilleure vulgarisation de ce texte, pour que tous les acteurs, y compris ruraux, puissent prendre connaissance de son contenu, mais aussi pour une meilleure application de ce texte, parce que c'est cela la finalité. Je vous remercie. Il convient de noter qu'en marge de cette séance plénière, les représentants du peuple ont tenu à rendre un dernier hommage à un agent de l'administration de l'Assemblée nationale rappelé à Dieu. Il convient aussi de noter que les travaux en séance plénière reprendront demain à partir de 9h30 avec à l'ordre du jour l'examen et l'adoption de notre texte de loi. Le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce matin à Tawa au lancement officiel des travaux de construction du barrage de Kaourafoga. C'était en présence des membres du gouvernement, les députés nationaux, les membres du corps diplomatique, des autorités régionales et religieuses, ainsi que plusieurs autres invités. Le point avec Sahabi Marou et Malik Abdraman. C'est un vieux rêve qui est en train de devenir une réalité. Un vieux rêve parce que certains l'ont dit tout à l'heure, c'est il y a plusieurs décennies que les populations attendent cet ouvrage. Alors, le président de la République, vous savez qu'il tient énormément à la réalisation des objectifs liés à la sécurité alimentaire. Ce qu'il avait amené dans son programme de Renaissance, de prévoir, de concevoir l'initiative 3N. Et là, c'est une des applications de cette initiative 3N. Il nous a demandé de venir effectivement le représenter à cette cérémonie à laquelle il devait prendre part personnellement. Mais pour des raisons d'agenda, il n'a pu faire le déplacement. Alors ce vieux rêve est en train de devenir une réalité. Nous sommes ici dans une zone de grands producteurs, mais qui ont d'énormes contraintes en matière de mobilisation des eaux. Et voilà pourquoi cet ouvrage a été conçu pour résoudre effectivement le problème de mobilisation de l'eau pour des fins agricoles
et à des fins pastorales, et également à des fins environnementales, parce qu'ici, comme vous le constatez, nous sommes dans un relief très marqué avec des érosions hydriques très fortes. Et avec ce barrage, ça va permettre d'atténuer le phénomène de dégradation des terres, notamment celles qui sont en aval. Et cet ouvrage va contribuer à la production agricole, agro-pastorale et piscicole, et même à la restauration de l'environnement, comme cela a été dit tout à l'heure par les différents intervenants. C'est vraiment une zone, je disais, de grands producteurs, mais qui ont des grosses contraintes en matière de terre, de disponibilité de terre. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de montagnes, il y a insuffisamment de terres cultivables, mais les gens sont très portés à la production agricole. Et ici, c'est vraiment un coup de pouce qu'on leur donne. Et vous verrez les quelques 400 hectares qui vont être aménagés, ce que ça va donner comme plus en matière de production agricole. Donc c'est dans ce sens-là que nous disons bravo vivement la réalisation de cet ouvrage qui va certainement permettre aux producteurs d'accroître leur capacité de production, accroître l'emploi, et puis ça va pouvoir en tout cas booster notre économie dans la région et même dans le pays. Nous souhaitons que les populations s'investissent dans la réalisation des activités qui ne vont pas tarder. Dès que l'ouvrage sera terminé, elles vont pouvoir bénéficier des retombées directes de cet ouvrage-là.